Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc voilà, je m'appelle Céline, je ne suis pas alcoolique. Bref, pardon. En attendant, vous avez un petit sondage avec un QR code. Si vous avez un téléphone avec du réseau et que vous avez envie d'y répondre, je suis preneuse des résultats. On en parlera plus tard. C'est le temps que les gens arrivent et se posent. Voilà. Bonjour, bonjour, allez-y. Ok. Eh bien, très bien. Du coup, merci d'être là, hein, c'est quand même important. Je reconnais des gens dans la salle à qui je ne m'attendais pas à voir, mais c'est cool, merci. Merci d'être venu. C'est un sujet qui me tient super à cœur personnellement. Du coup, j'apprécie vraiment qu'il y ait des gens qui soient là, tout ça. J'ai envie de partager dessus. Donc j'espère qu'au moins vous apprendrez des choses en repartant. Voilà, donc je disais le QR code avec un sondage. Et puis si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Du coup, fin 2027, je rejoignais deux cofondateurs pour créer une société, Fairview, une start-up. Je suis CTO, enfin premier dev, whatever. 2018-2019, je suis dans les confs, je tourne partout. Genre, je fais le tour de la France et je présente un talk qui s'appelle « Votre mission en prod, découvrir Haskell ». Enfin, votre mission, pardon, j'y arrive plus. Votre mission, découvrir Haskell et le mettre en prod. Et je m'appuie sur l'exemple de Fairview. Alors, avant de continuer, je vous préviens, cette nuit, j'ai eu la teuf dans la chambre d'à côté à l'hôtel de 4h du mat à 5h du mat. Je vais rater des mots. Voilà. Je préfère faire le disclaimer avant. Mais en tout cas, juin 2019... Bah en fait, on met la clé sous la porte. Le truc violent, liquidation complète, quoi. Bref, de toute manière, là, il n'y avait pas de spoiler, hein, je vous l'annonce depuis le début. On s'est planté. Et je vais essayer de revenir dessus. Mais pourquoi ? Bah en fait, je considère personnellement que analyser les raisons d'un échec peut nous permettre d'apprendre et pourquoi pas d'éviter de les refaire. Donc ça m'est utile pour moi si jamais j'ai envie de retenter l'expérience. Puis vous, si c'est un sujet qui vous intéresse, évitez de vous planter de la même manière, pourquoi pas, ça peut aider. En tout cas, les raisons sont multiples. Il y en a une qui est orientée business. Voilà, le choix qu'on a fait dès le début, c'était pas forcément le bon. Humaine aussi, produit et tech. Alors vous voyez, là, on a tout le monde, là, à peu de choses près. Hein. Donc moi, je suis CTO dans cette boîte. J'en sors avec un échec monstrueux personnellement. Ça va avoir un très gros impact sur ma vie qui va suivre. Bref, ça a été important pour moi. C'est mon échec, mais c'est aussi l'échec de l'équipe. Et c'est important de rester sur le on des fois. Bref, je m'appelle donc Céline Louvet. Je suis lead dev au quotidien. Je fais du dev back-end majoritairement, ArchiCloud, ouais. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, ça ne sert à rien. Vous avez mes réseaux sociaux si vous avez envie de me parler. Et sinon, je ne suis peut-être pas restée assez longtemps pour qu'il y ait des gens qui le notent, mais sinon, je fais partie de l'association IESO. Et ça, j'ai envie d'en parler un tout petit peu plus. Il y a des IESO dans la salle, voilà, elles sont en train d'agiter les mains. C'est une association qui est surtout à destination des femmes. Et l'objectif, c'est d'accélérer en fait la féminisation des équipes informatiques à travers des initiatives concrètes. On ne dit pas juste ça manque de femmes, on essaye d'aller plus loin en fait et de proposer des solutions. On passe par du réseau, notamment d'autres IT women. Il y en a. On fait des meet-up, whatever. On fait plein de trucs. Et on fait aussi de l'accompagnement à l'origine auprès des établissements scolaires, parce que s'il n'y a pas de filles dans la tech, entre autres, c'est parce qu'on leur dit de ne pas y aller. Voilà. Donc, je vous laisse faire un tour sur le site si ça vous intéresse. On prend les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'en fait, on a besoin d'aide et ça passe aussi par vous, messieurs. Voilà. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Si je vous demande des noms de success story en start-up, je pense que vous en avez plus ou moins tous et toutes en tête. Il y en a qui sont très connus, il y en a qui étaient des licornes, qui ne le sont plus, qui en sont sortis. Voilà, une petite liste, 6, Blablacar, Doctolib, Alan, Conto, Aircall, Payfit. C'est mouvant,
Voilà, actuellement, la dernière fois que j'avais compté, on a 22 licornes en France. Tout le monde espère devenir une licorne. Bref, par contre, si je vous demande les failure stories, les boîtes qui se sont plantées, il y en a vachement plus, mais par contre, on en parle un poil moins, où en général, elles ont rebondi et elles ont rattrapé leur plantage. Genre, on a changé de techno, on a recommencé, on a changé le produit, non, on s'est planté pour de vrai, en fait. Mais du coup, en fait, j'ai cherché. Je n'ai pas forcément trouvé de failure au sens pur du terme. Il y a des gens qui ont réussi à changer de boîte, qui ont rechangé de vie, qui ont changé de métier, qui ont fait plein de trucs. Voilà. Les échecs durs, violents, simples, basiques, sont moins présents. Par contre, dans l'abstract, je vous ai dit, on a 80% d'échecs en France, en tout cas, dont 10% la première année. Alors, ce chiffre, il vient d'une étude, Startup Genome. Par contre, je ne sais pas comment ils l'ont faite, certainement au doigt mouillé, parce que je n'ai pas trouvé de source ou de détails, en tout cas, pour cette étude. Donc, je ne sais pas d'où elle vient. Pareil, Wyden, qui est spécialisé dans l'accompagnement de start-up, annonce un autre chiffre, 60-75%. Aucune info non plus, ils ont sorti ça de leur chapeau personnel. Voilà. Dynamic Mag aussi, 80% cette fois-ci. Bon, toujours aucune source, c'est cool. Hein, je ne sais pas pourquoi on n'a pas de source là-dessus en France, mais on n'en a pas. Ça a peut-être progressé depuis que j'avais écrit ces slides, mais bref, en tout cas, on s'accorde sur un taux entre 60 et 90, ce qui est quand même large, mais ce qui reste quand même plus d'une sur deux. Donc ça reste quand même important. Voilà. Okay. On va regarder un peu votre sondage, si j'arrive à retrouver l'écran. Est-ce que je suis dessus? Oui, ma souris est là. Hop. Tac. On va rafraîchir ça. OK. Du coup, qu'est-ce qu'on a donc? Parmi vous, il y a 17 personnes qui se sont exprimées. On a eu 13 oui, 4 qui sont francs, qui ne se sont jamais posé la question. C'est OK. L'avez-vous créé? Donc, parmi les 13 qui ont dit oui, il y en a 2 qui l'ont fait, 11 qui ne l'ont pas fait. Donc, ça montre un petit peu les gens qui se lancent. Il y a de l'hésitation dans le sujet, on le sait, c'est un sujet qui est important, qui est risqué, donc on le sait. Dans ceux qui se sont lancés, là j'en ai 3. Tiens, c'est marrant ça. Il y a un truc, il y a un bug. J'ai codé moi-même mon système. J'aime réinventer des choses, ma roue personnelle, donc bref, il y a un raté. Mais en tout cas, a priori, il y en a un qui a réussi. Ou un ou une. Félicitations. Ceux qui ne se sont pas lancés, celles-eux, il y en a 8 parce qu'ils avaient peur de l'échec. Il y en a 3 autres, pour d'autres raisons personnelles, potentiellement manque d'argent, les gens qu'on ne trouve pas, l'idée, whatever. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est le 8. Je trouve ça un peu représentatif, en fait, de l'état personnel dans lequel j'étais pendant longtemps, jusqu'au moment où je me suis lancée. OK. Je vais reprendre, ça va marcher. Oui. Du coup, hop, par ici. Je vais me lancer dans le vif du sujet vraiment cette fois-ci. J'arrête de vous mentir. Il y a 4 étapes dans ce que je vais vous raconter. On va commencer par la période avant la start-up. Qu'est-ce qui m'a amené à me lancer là-dedans? En fait, mon historique personnel, je pense, c'est important pour rentrer là-dedans. J'étais en couple, j'avais un enfant, un crédit bancaire à payer. OK. Être humain basique, avec une vie de famille et de l'argent à faire sortir tous les jours. Enfin, une fois par mois en tout cas, pour payer son crédit. J'avais déjà fait des burn-out avant, non assumés, non guéris, non traités, donc tout ce qu'on veut, en mode non mais tout va bien, continuons. Et j'avais fait toute ma carrière en ESN. Alors, grand client, petit client, whatever. C'était beaucoup de régie chez eux, donc un peu au forfait dans les locaux de ma boîte, mais surtout en régie. J'en avais marre de ces gros clients à ce moment-là. Ils ont de l'argent, ils ne se posent pas beaucoup de questions. Et des fois, quand ils s'en posent, c'est absolument pas les bonnes. Et leur argent, ils ne veulent même pas le mettre au bon endroit, des fois. Donc, c'est casse-pied, quoi.
On a des cahiers des charges de l'enfer, des deadlines potentiellement stupides. Bref, marre. J'avais envie d'un truc qui me concernait, parce que les très gros clients, en général, on est très loin de nos utilisateurs. Donc, coder pour coder, c'est pas ma philosophie personnelle. Moi, j'aime répondre à vraiment un vrai besoin, parler aux gens qui utilisent mon produit, ce genre de choses. Du coup, je me posais la question, j'avais envie de faire un truc. Puis il y avait l'écologie qui me bottait à ce moment-là. Ça me botte toujours, mais c'est plus dur à trouver. Bref, en tout cas, point important. Tous mes projets s'étaient bien passés jusque-là. J'avais confiance en moi. J'étais bump à fond, à part le burn-out. Mais j'étais bump à fond. Du coup, j'avais un ego surdimensionné. J'étais pas prête à la baffe qui allait suivre. Soyons honnêtes. Bref, en tout cas, j'ai eu une première occasion en tant que CTO un jour. Je discute avec des gens, je rentre dans une boîte, 30 personnes, 3 devs. Je m'occupe de l'équipe. Ils sont déjà en place depuis un bout de temps. Ça me convient pas. Il y a un truc qui va pas, en fait. Au choix, ils n'avaient pas besoin de moi ou whatever. J'ai pas trouvé ma place, en tout cas. Donc, je repars ailleurs. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont compris ce que je recherchais. Ils ont rompu la période d'essai de leur côté pour que je puisse bénéficier du chômage et continuer à chercher tranquillement le truc qui m'allait bien et avoir des allocations chômage. À noter qu'à l'époque, c'était vachement plus intéressant que maintenant. C'est pas anodin, ça. Bref, j'ai mes allocs. 2 ans. Par contre, je suis pleine de doutes parce que je viens déjà un petit peu de me planter. Je découvre le monde de la start-up. Est-ce que c'est fait pour moi, en fait? Mais en fait, j'ai finalement une autre opportunité qui va suivre assez rapidement, on va dire. Mi-décembre, à un meet-up. Je discute au-dessus d'une pizza avec quelqu'un. À l'époque, je mangeais encore du gluten. Et cet ami me dit « Hey, je connais 2 personnes qui recherchent un tech pour développer leurs produits. » Ok, pourquoi pas? On va essayer. Hein. Après, qu'est-ce que je risque? Je suis déjà au chômage, je cherche un truc. À part glander, autant que j'essaye de bosser un petit peu. Donc, je vais aller discuter avec eux. On est mi-décembre, je discute avec eux. Ils ont une idée. Cool, moi, j'en ai pas. Fait une étude de marché, je sais pas comment on fait ça. Réfléchis à un moyen de se démarquer des concurrents, encore mieux. Fais un business model, top, je sais pas ce que c'est. Fais un business plan, vous en doutez de la réponse, je sais toujours pas plus ce que c'est. Donc, je suis absolument ravie, parce que moi, je suis d'une formation ultra-tech. J'ai fait une école d'ingé en info. Je sais développer, ok? Voilà. Tous les autres trucs, c'est un truc que j'ai appris de la compta aussi. Mais sinon, au-delà de ça, tous les autres trucs, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je suis très contente de trouver des gens qui me l'apportent sur un plateau. Qui ils sont? 2 hommes de 25 ans. Moi, je suis une femme. J'ai 38 ans. J'ai un gamin. Ils sont tout juste en couple ou pas en couple. Ils se connaissent parfaitement. Moi, je ne les connais pas du tout. Ils ont fait leurs études ensemble. Ils ont beaucoup d'XP dans des très grands groupes, des groupes orientés finance et marketing. Moi aussi, j'ai fait des banques, des machins comme ça, côté tech. Les startups, on ne sait pas ce que c'est, hein, tous les 3. Il y en a un au chômage, l'autre au RSA. Voilà, on est tous dans une situation un peu proche. Point important surtout, c'est des alumni de la fac de Dauphine à Paris. Ce qui veut dire qu'en fait, on verra après, mais ils ont accès à des choses en termes de formation. Il y en a un d'eux aussi qui est un ancien de l'ESSEC. Donc pareil, des petits trucs qu'on va avoir d'utile. On verra après. Bref, en tout cas, je ne me rappelle pas à ce moment-là. Je pense que j'étais... Alors, je le dis souvent, je suis naïve dans la vie, et je le confirme. Je ne les ai absolument pas challengés sur leur idée ou sur les choses qu'ils me présentaient. Un business plan, je disais, j'y connais rien. Je pense que j'ai peut-être ouvert le doc, j'ai fait « ouh » et je l'ai refermé. Voilà, donc je ne me suis pas vraiment renseignée. Je ne leur ai pas posé de questions plus que ce qu'ils m'ont présenté. Je pense que j'avais le comportement d'un prestat qui va passer son entretien d'embauche chez un client. Basique. Je voulais me faire embaucher, c'est tout. Puis l'idée me plaisait. Elle me plaisait quand même beaucoup. Mais je ne me suis jamais demandé si ces 2 gars, j'avais envie de travailler avec eux. J'aurais peut-être dû. Bref, en tout cas, en quoi consiste l'idée? Alors, c'est Fairview. Fairview, un peu comme la ville aux US, mais écrit autrement.
Et c'était un outil de récolte d'avis des consommateurs. Vous connaissez sûrement Avis Vérifié et d'autres concurrents du monde. Voilà. Donc, on rentre dans cette ligne-là. En plus, au moment où on se lance, en septembre 2017, il y a eu un décret qui allait entrer en vigueur 2 semaines plus tard, qui imposait en fait aux e-commerce d'avoir ce qu'on appelle des avis de clients vérifiés. Donc des gens qui ont vraiment acheté un produit. Pas juste un robot random qui dépose un avis sur la fourchette. Et je dis rien, j'ai rien dit. Bref, en tout cas, moi, ça me paraît une bonne opportunité parce qu'on a un créneau légal qui s'ouvre. Ça ouvre du marché potentiellement, c'est cool. Pareil, on a un petit truc mignon. Pour un avis laissé, on dépose un don à une association. Je trouve ça cool. Moi, j'aime le côté humain. C'est des assos écolos. Bref, plein de trucs comme ça. J'aime bien. Ça me botte. J'aime le côté éthique. Je me suis fait avoir encore après avec ce genre de raison. Mais du coup, comment ça fonctionne? Fairview, en fait, c'est basique. Hein. On a un client qui achète un produit auprès d'un e-commerce. L'e-commerce prévient Fairview. Quelques temps plus tard, on espère que vous avez reçu votre produit. On vous envoie un mail. On espère que vous allez y répondre. On vous dit « Hey, on va faire un don à une assoce en échange ». Le client, c'est quelqu'un de bien. Il clique, il donne son avis. Et nous, on enregistre le don. Bon, rien de méchant. L'étude de marché. Donc, je vous en ai parlé au tout début. Il y a quand même pas mal de monde et des très, très gros. Trustpilot, Yotpo, Avis Vérifié. Nous, on connaît surtout Avis Vérifié en France et Trustpilot. Yotpo, c'était, je ne sais plus où. En bref, en plus, ils sont en place depuis des années. 2007 pour le plus ancien. Nous, on est en 2017. On arrive quand même 10 ans après. Hein. Avis Vérifié, c'était quand même costaud en France. 2012. Bref, le marché était plein. Donc, on devait se différencier. On va donc réfléchir à un MVP pour ça. En tout cas, pour se différencier, on se dit on va viser les TPE, PME. Parce que les autres applis, les autres sociétés fournissent surtout des systèmes d'abonnement qui sont hors de prix pour des gens qui vendent un produit une fois de temps en temps. Donc nous, on va fonctionner autrement. On est fiers de nous d'avoir décidé ça. Et puis aussi, on a une petite motivation éthique, c'est cool. Hein, on vend beaucoup de choses là-dessus. Bref, en tout cas, c'est déductible des impôts pour Fairview. Donc si on arrive à faire tourner le truc, en plus, on réduit nos charges dans nos déclarations. C'est tout bénef pour Fairview, hein, parce qu'on reste une start-up, l'argent, c'est important. Bref, en tout cas, le MVP. Alors, son contenu, c'est plus compliqué. Parce que... Alors, avant de continuer, qu'est-ce qu'un MVP? Parce qu'on n'est pas tous d'accord, notamment sur le P. C'est ou le V, ça dépend. Officiellement, c'est le Minimum Viable Product. OK ? Il y a beaucoup de gens qui vont remplacer viable par vendable en français. Bref, je vous laisse réfléchir à la question. En tout cas, c'est le minimum de fonctionnalités pour obtenir le maximum de feedback des clients. Ça, c'est la théorie officielle. Par contre, comme les autres sont déjà fortement dans le marché, faut qu'on y réponde aussi. Et puis, c'est difficile de faire plus réduit que déposer un avis et consulter les avis. Voilà, désolé, le MVP, ça sera absolument tout, à peu de choses près. Et comme on veut toucher des TPE, PME, dur de les contacter un par un au téléphone. Donc, on va s'intégrer dans des plugins d'e-commerce. Shopify, PrestaShop & Co. En tout cas, ils avaient prévu une roadmap. C'était cool. On est actuellement, à ce moment-là, mi-décembre, voilà. L'entrée en vigueur est en janvier et on a eu une promulgation en 2019. En bleu clair, je ne sais pas si vous voyez, c'est notre rencontre. Ils avaient prévu en juin 2019, donc 6 mois après le lancement, un bêta-test avec des clients et puis un vrai lancement en septembre 2019. 2018, excusez-moi. Donc on a 6 mois pour une bêta et 3 de plus pour envoyer tout. On ne peut pas se permettre de prendre plus de temps parce que les concurrents vont répondre à la même loi, comme on s'en doute.
Et c'est un peu tendu. Je trouve que la roadmap, elle m'a l'air un peu serrée quand même. Mais bon, moi, je sors de SN. On sait tout faire. Et puis, au pire, le projet, il prend du temps. Hein. Bref. Et puis, je ne sais pas dire non. Donc, bah, je dis oui. Hein, forcément, ça me plaît, c'est cool. On y va. Ils vont ils vont me proposer une répartition. Ça, c'était la répartition avant que je les rejoigne. Ils avaient déjà créé la société, 50-50. Moi, je les rejoins. Chacun me cède 10% de ses parts. J'ai utilisé le mot céder. OK ? Il est important. Donc, ce qui va m'amener à 20%, eux à 40%. Donc, ça veut dire ils m'intègrent dans leur groupe. En tout cas, moi, ils apportent l'idée, et c'est le truc que j'ai pas. Je trouve ça bien. Je suis contente. Par contre, c'est pas hyper égal, ce genre de truc, en termes de répartition. En termes de... Personnellement, je me suis sentie légèrement inférieure à eux, un peu plus comme une presta, mais j'étais presta à ce moment-là, donc ça ne me perturbait pas vraiment. En tout cas, je sentais que mon avis n'avait pas d'importance de la même manière, en tout cas. Et ça, alors, moi, au moment où j'ai commencé à tourner sur ce talk, je pensais qu'il fallait être à part égale. Il y a d'autres gens qui m'ont dit non, il faut plutôt être à implication égale ou à respect égal. Et ça, je pense que c'est le mot important, c'est respect égal, en fait. Écoutez les autres. En tout cas, pensez-y quand vous discutez avec, en vous lançant, si jamais vous vous lancez, vous avez la même valeur que les autres. Et bah, moi, je me lance, on va déclarer, je signe une lettre d'intention pour avoir mes 20% par vesting, augmentation progressive. Attention, la lettre d'intention n'est pas du tout un document officiel, ça ne vaut rien juridiquement, administrativement. Il faut faire un pacte d'associés. Fun fact, en préparant le talk, j'ai ouvert Paper, j'ai tapé le nom de la société. Mon nom n'est nulle part. Félicitations Céline, tu t'es foirée. Il y a eu un raté là-dessus. L'avantage, c'est qu'au moment où on a liquidé, on m'a rien posé comme question. Voilà. Bref, si c'est un conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui, renseignez-vous sur la procédure de création. S'il faut un avocat, ça coûte 100 balles pour 1 heure, 200 balles. Je pense que c'est de l'argent bien investi, en fait. Ça peut paraître beaucoup. Moi, ça me paraissait énorme au début. Je me disais, ça sert à rien. Je sais lire le document. En fait, voilà. Donc, c'est l'occasion peut-être de lâcher un peu de fric au niveau personnel. Bon, en tout cas, on a signé. C'est parti. Où ça va se passer? C'est important dans une start-up parce que c'est un peu la première question qui arrive. Comment on s'organise? Où on s'installe? Comment on travaille? Bref, nous, c'était le canapé. Hein. L'un des deux autres avait son canapé dans Paris qui était dispo. Donc, on allait squatter le canapé. Et sauf qu'il n'était pas dispo tout le temps parce que des fois, sa copine revenait, enfin, était à la maison, quoi. Du coup, elle nous virait de l'appart. Il fallait qu'on aille ailleurs. Donc, on atterrissait en cowork. À l'époque, c'était Paris. On essayait d'y aller pas trop souvent parce que ça coûtait un bras. Mais le canapé, c'est pas hyper confortable, quoi. Et puis perso, passer du temps chez quelqu'un, squatter, rentrer dans sa salle de bain, voir ses slips accrochés, c'est pas mon trip perso. J'ai pas envie de savoir ça. Les caleçons léopards, ce genre de choses, whatever, c'est pas... non. Bref, mais les cowork, ça coûte cher. Donc on limite autant que possible. À un moment, je disais, ouais, il y en a un, c'est un ancien de l'ESSEC, c'est pratique. Parce qu'en fait, ça va nous donner accès au programme de l'incubateur. On n'y sera pas parce que l'incubateur est à l'autre bout de Paris. Faut 2 heures pour y aller, quoi. Mais néanmoins, on va avoir des petites formations, des trucs comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. Parce que, comme je vous le disais en préambule, moi, j'y connais strictement rien. Donc, je vais apprendre des trucs. L'entrepreneuriat, du marketing, des levées de fonds. Waouh. Pareil, ancien de Dauphine. Et pareil, on va avoir accès aussi, on va pouvoir s'inscrire au programme de l'incubateur. Avantage, eux, ils sont dans Paris, hein, c'est mieux, c'est plus facile. On y allait rapidement. On va pouvoir, en avril 2018, on sort du canapé, on atterrit dans un espace dédié, avec des gens aussi. Ce qui veut donc dire qu'on pourra discuter avec d'autres boîtes, voir ce qui se passe mal, ce genre de choses. C'est cool, c'est utile.
ça permet de discuter. On a aussi l'avis des experts, c'est pratique. Les locaux sont dans la fac, par contre. En soi, c'est cool. Mais donc là, 38 ans, un peu moins de cheveux blancs à l'époque, mais quand même, j'arrive là-dedans. Ça fait bizarre. Ils sont jeunes, les autres, ils ont 20 ans de moins. Je vais manger au Resto U avec eux. C'est étrange. Par contre, le Resto U, c'est cool quand on n'a pas de fric. Hein. Parce que 3 € le repas, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, regardez au niveau de vos formations, si il n'y a pas des aides proposées par vos formations, quelles qu'elles soient. Il y a peut-être des petits trucs, une association dans un coin qui donne un bout de bureau, n'importe quoi. Ouais. On va commencer par se lancer en premier sur ce qu'on appelle le site vitrine. Parce que le but, c'est de se vendre, en fait. On va exposer notre produit. On est mi-décembre. On va essayer de toucher des investisseurs, parce qu'une start-up, il faut de l'argent. Il faut des incubateurs, parce qu'à ce moment-là, on est encore sur le canapé. Et il faut des clients, des gens qui payent. Les maquettes sont prêtes. Elles sont absolument illisibles, parce que c'est un souci qu'on a rencontré. Elles n'étaient pas accessibles. Voilà. Mais du coup, elles ont servi à faire des prototypes PDF & Co au moment des validations de leur côté. Mais donc, moi, je me retrouve à implémenter ce truc-là. Mais on ne voit pas sur les screenshots. Elles sont complexes. Il y a des diagonales. Il y a des passes SVG qui se déplacent, qui évoluent au fil du temps. Enfin, en fonction de la position dans la page, il faut changer les chemins, des machins. Bref, CSS qui se fait, mais qui prend du temps, quoi. Et c'est ultra responsive, donc c'est fun, et plein de versions dans tous les sens. Bref, moi je propose, par faire une version simplifiée, hein, on va essayer d'itérer, et on l'enrichira ensuite. Je propose, on va simplifier le design, hein, on va virer les dégradés, les diagonales, les SVG qui se promènent, et on met que du contenu, à peu de choses près. Pareil, il y avait un formulaire de contact à un moment, je propose de le remplacer par je clique, ça pré-remplit un email, et les gens nous envoient l'email. Ils sont OK. Let's go. À l'époque, j'avais une stack sous le coude qui était déjà prête pour ça. Vue.js, JavaScript. Je me lance. Il n'y avait pas de TypeScript assez développé à l'époque, mais je me lance là-dessus. J'héberge sur Firebase. C'est cool. Ça ne me coûte rien. Le quota Google fait que, au début, tant qu'on n'a pas de clients, de manière, ça ne nous coûte pas d'argent. Hein. Pratique. Startup. Hein. Donc, j'avance vite. Je connais ma stack. C'est cool. Puis là, gros piège, très gros piège. C'est une stack de dev. J'ai fait un site vitrine full dev. Il faut des connaissances un peu en dev au moins, savoir committer sur GitHub, pour faire une modif dessus. Donc, une typo, déplacer un bouton, changer une couleur, whatever, c'est moi. Okay. On est en janvier 2018. J'ai fait ce site vitrine sur ma période de Noël. Les événements en famille, c'était fun. J'étais dans mon coin, je codais mon truc. Et puis là, on va avoir nos premières tensions, 2 semaines après le début. Hein. Et on va perdre du temps. Version simplifiée, en fait, leur suffit pas, parce que pour eux, ça sert à rien. Moi, je pensais faire la version simplifiée, puis m'attaquer au vrai produit, pour faire de la valeur métier, quoi. Eux, non, ils voulaient un truc plus costaud. Et puis, ils refusent de m'écouter. Donc, je vais commencer à investir du temps. CSS, on améliore, on met les diagonales. Je vais m'arrêter là. On ajoute des fonctionnalités. Je ne vous fais pas la liste. Elle est écrite et elle est trop longue. Et c'est des trucs qui servent à rien, en fait, parce que tant qu'on n'a pas de clients, ça sert à rien, en fait. Voilà. Hop, ne la lisez pas. Du coup, en tout cas, on a perdu du temps et ça va ressembler à ça. Les 2-3 premières semaines, rapides, et ensuite 2 mois pour arriver à un truc où ils me disent « Ok, c'est bon, tu peux passer à la suite ». Je ne sais pas si vous le reconnaissez, ce graphe. Il a un petit nom. On l'appelle Pareto ou 80-20. Il a plusieurs petits noms. Le principe, c'est que les premiers 80%, en fait, sont de fonctionnalité, en tout cas, ne demandent que très peu d'efforts, 20%. Ils sont faciles à atteindre. Par contre, la suite, les 20% de fonctionnalités qui vous restent à mettre, c'est les plus coûteuses en termes d'investissement personnel, en fait. Elles vont vous coûter 80% d'efforts. Si je devais le refaire,
Est-ce que je changerai la stack? Non, en fait, je le ferai pas. Parce que j'ai perdu du temps en codant un truc. J'aurais dû le mettre sur de la valeur métier. On aurait fait un Figma dans un coin, hébergé un site statique, whatever, un PDF même. On s'en fiche en fait. Tout aurait fonctionné tant que c'était pas moi qui collais mes doigts dedans et que j'étais sur autre chose. J'ai perdu un temps de l'enfer. Donc, mon conseil, faites de la valeur métier. Hein. Je vais ouvrir des portes qui sont déjà ouvertes, mais je vais les enfoncer en courant depuis tout le long. Parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on sait, mais qu'on oublie. En tout cas, moi, j'ai oublié. On est mars 2018, hein, la bêta, juin. On a fini enfin notre site vitrine, on n'a toujours pas de clients, mais je peux me concentrer sur mon produit principal. Je vais mettre une API, je vais mettre une admin, parce que notre but, c'est un peu de gérer des associations, modérer des avis. Les gens ont tendance à laisser des insultes dans ces trucs-là. Bon, il faut aller les modérer. Donc, on a un front-end admin, un front-end public, là, pour les avis des utilisateurs. Et puis, notre API répond aussi aux différents plugins qu'on embarque dans les plateformes. Nous, on va se concentrer sur la partie qui est plutôt à gauche, parce que le plugin, il n'a rien de spécial, il était très simple à faire. C'était un peu de design, bon, c'était du PHP. Perso, je ne suis pas fan. Mais voilà, ça se fait. Donc, je vais me concentrer, je vais faire un monolithe au début, parce que on n'a pas d'utilisateurs, la scalabilité, on s'en fiche. Si on a un gars qui paye, déjà, on sera content, quoi. Donc, je me concentre, je vais essayer de livrer tout en mode rapide comme ça. Et c'est là où je vais commencer à déraper. Je suis tech. Hein. Donc, les front-end, je fais toujours du Vue, parce que je sais faire, c'est facile. Voilà, c'est mon dérapage. Je ne sais pas si vous le voyez dans le fond. C'est écrit Haskell. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais très bien personnellement. Mais il y a un jour, je me suis dit, Haskell, c'est une bonne idée. Et je suis partie là-dedans. Ouais, on va revenir dessus. Et puis une base de données, Postgre, standard. Rien de spécial. Mais pourquoi Haskell, hein? À une époque, j'étais en conf sur pourquoi Haskell, justement. Et j'avais expliqué mon choix comme ça, en disant, d'abord, c'est totalement objectif, hein, c'est personnel. C'est moi qui ai décidé. Subjectif. Voilà. C'est moi qui ai décidé dans mon coin. J'avais fait une série de techno, dont des très basiques standards, Node, Ruby, PHP, Java, Scala, Haskell. J'avais à l'envie, à l'époque, je faisais beaucoup de Java, j'avais fait un peu de JS, mais j'avais envie d'un truc compilé, parce que personnellement, j'aime les types. Voilà. TypeScript n'était pas assez développé à l'époque, donc je pars pas là-dessus, puis je connais pas, donc voilà. Donc en tout cas, ça élimine très rapidement. Alors j'ai mis Node.js, mais ça serait JavaScript tout court. Bref, en tout cas, mon API, ça élimine Node, Ruby, PHP. J'avais envie de les éliminer. Je pense que je me suis trouvé une excuse toute seule. J'avais envie de fun aussi. D'après vous, ça élimine lequel? Félicitations. Java, en effet, j'en avais fait pendant trop longtemps, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, je vais faire autre chose. Mais c'est personnel, hein, il y a des gens qui adorent Java, hein, je dis rien. Et là, ensuite, j'avais envie de découvrir un truc. Vraiment, ça me motivait et tout. J'avais déjà fait un peu de Scala, donc je me suis dit, je ne vais pas aller faire de Scala. Et puis, bizarrement, je suis atterri sur le truc que j'avais envie de faire. Cool. C'est bon, j'ai ma justification personnelle. Je peux me lancer. J'y vais. C'était totalement biaisé. Hein. Clairement, j'avais envie de me lancer là-dedans et chercher une bonne raison de le faire. Et j'ai fait ce qu'on appelle de la hype-driven development. Je me suis hypée toute seule sur un truc et j'ai fait la truffe. Voilà. À ce moment-là, en plus, Clever Cloud cherchait à promouvoir l'hébergement de Haskell. Ils donnent des crédits gratuits. On est en start-up, on n'a pas d'argent. Banco, hébergeons chez eux. Comment ça s'est passé? C'était dur. Je débarque, je suis pleine d'assurance. C'est juste une syntaxe différente. J'ai fait du Scala, j'ai fait du plein. J'ai déjà fait des langages fonctionnels. Ça va bien se passer. Que nenni. En effet, il y a une syntaxe particulière. Moi, je dis qu'il y a des symboles kabbalistiques
Parce qu'en fait, tout le long, alors je plaisante parce qu'il y a Cabal qui permet de faire tourner Haskell, mais du coup, il y a des trucs à base de flèches différentes. Attention au sens de la flèche, c'est important, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Et il y a certaines libs qui en rajoutent en plus. Bref, faut s'y retrouver. Le code est un peu dur à lire au début. Puis c'est un langage c'est un langage fonctionnel, purement fonctionnel. Ça n'a pas d'autre mot. Il faut penser de manière fonctionnelle et il n'y a pas d'autre moyen de l'esquiver. Ce cas-là, on peut tenter de l'esquiver quand on ne sait pas trop en faire. Là, il n'y a pas le choix. Et c'est purement fonctionnel. Les deux mots étaient importants. C'est de l'IO pur. Ça veut dire que quand on fait de l'IO, tout ce qui est modif ou entrée, Haskell nous pousse à en sortir. C'est le async await dont on essaie de sortir en JS dès qu'on peut. Dans ce genre, même si en JS, on oublie d'en sortir des fois. Mais Haskell est désagréable quand on est dans de l'IO, volontairement. Le logger, c'est de l'IO. Mettez du log dans votre code. Ça va vous rendre la tâche vachement plus compliquée, c'est pas pratique. Bref. Et la doc, le langage, en fait, on a des packages, on a des repos ultra bien détaillés, mais c'est des mots intelligents dedans. Stack Overflow, pareil. On va y lire les questions déjà. Elle en parlait à l'époque où je lisais encore Stack Overflow. En fait, je comprends les mots dans les phrases. Je ne comprends pas ce qu'ils font dans la même phrase. Bref. En tout cas, moi, j'ai vécu ça. En rouge, c'est mon cerveau. J'avais mal à la tête tous les soirs pendant quelques semaines. Puis après, j'ai compris un truc. Ça allait mieux. Et puis après, j'ai découvert autre chose. Et j'ai fait « Ah, mais il y a ça. Ah, j'ai pas compris. Ça fait mal. Ok, on va y arriver. Tout va bien se passer. » Et j'ai pas vécu le dernier mur de la théorie des catégories parce qu'on a liquidé avant. Voilà, Type-Driven Dev. Alors, c'est un truc que j'ai découvert qui est cool. J'en fais toujours un petit peu si je peux. Ça consiste en quoi? Ça consiste à s'appuyer sur les types, en fait. C'est dans le nom. On regarde ce qu'on a déjà, on regarde là où on veut aller, et puis si on a un compilateur, on le laisse faire. Il fait la moitié du taf. On peut se concentrer sur le reste, les bêtises en tout genre, on n'a pas besoin. Et puis, bah, ça c'est cadeau, mais donner des noms expressifs aux choses, c'est toujours bien. Ah oui, Haskell, si ça compile, c'est que ça marche. C'est cool. Mais les conséquences de tout ça, on avait une roadmap, je vais essayer d'accélérer. J'ai raté complètement les délais de ma roadmap. Le temps que je comprenne mon Haskell et que je m'en sorte, on est en été 2018. La bêta de juin, c'est mort. J'ai oublié. Oui, les projets, ça se décale en ESN. Pardon. Par contre, j'ai appris vachement de choses. J'ai gagné en productivité. Et à ce moment-là, la moindre nouvelle fonctionnalité allait extrêmement vite, en fait. J'avais une assurance, parce qu'en effet, tant que ça compile, ça marche. Par contre, j'ai foiré la roadmap. Mes deux collègues n'avaient plus confiance en moi. J'avais beau leur dire « ça va bien se passer, on va y aller ». Non, j'avais perdu toute crédibilité auprès d'eux, c'était mort. J'arrivais pas à la récupérer. J'en avais peut-être déjà pas beaucoup au début, je sais pas trop. Bon, en tout cas, voilà. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Changer la stack. Hein. Il y a un moment, au bout de 2 semaines, quand on voit qu'on coince, faut arrêter faut ranger son ego et changer le truc. Hein, voilà. Donc j'ai voulu mettre la charrue avant les bœufs, faire de la stabilité avant de faire de la fonctionnalité. Bref. Ouais, pas d'ego. Egoless, comme on dit dans le craft. Admettez que vous êtes planté et avancez et que redressez la barre. Si je devais le refaire, une autre techno, puis de préférence une que je connais déjà, ça évite tout ça. Au-delà de ça, toute l'archi était bonne. C'est juste qu'il fallait la faire. Les levées aussi, tiens. Sujet intéressant. Au niveau où on en était, on recherche ce qu'on appelle des business angels. Ils sont intéressés par 2 choses. C'est avant les gros fonds d'investissement. Ils veulent un produit qui les botte ou qui révolutionne le monde ou un chiffre d'affaires sûr. Vraiment, ils veulent être sûrs qu'ils vont gagner du fric en échange. Fairview, désolé, on n'a rien de tout ça. On n'a rien de révolutionnaire. Ah, on a un côté mignon, on fait de l'éthique. Mais on n'a pas d'argent, on ne génère pas de fric. Donc, on va se concentrer dessus, hein, mais ça ne sert à rien, je vous le dis tout de suite, on n'y arrivera pas. Pour générer du fric, il faut des clients qui payent. Des vrais, pas ceux qui bêta-testent gratos. Ceux qui sortent de l'argent.
Donc il faut avoir publié notre plugin sur le store. OK ? Parce qu'on adresse les PME, les 20% de Pareto là-haut, ça marche aussi pour ça. Il faut avoir développé le plugin. Mais le plugin, pour qu'il fonctionne, il lui faut une API, Haskell. Bref, c'est mort. Les investisseurs nous disent de revenir plus tard, quand on aura fait du fric. C'est dead. On ferme rideau, voilà. Et, bon, c'est pas tout de suite quand même, mais en tout cas, c'est la fin. Et on est en octobre 2018. On a déjà dépassé en plus septembre, tout ça, c'est mort. Ça commence à sentir mauvais. On n'a pas réussi à lever. On n'a pas de chiffre d'affaires. Bref, c'est la dégringolade du moral. On est tous à plat, mentalement, moralement. On a du mal à se relancer. En plus, celui qui était au RSA, il n'a plus de fric, quoi. Le RSA, c'est pas ben gros. Ça ne l'était pas. Je pense que ça va peut-être diminuer encore plus maintenant. En tout cas, il faut qu'il retourne bosser. Donc, on a le premier qui part. On est en novembre. Le deuxième, pareil, en décembre. Moi, j'arrive là, après Noël. Je suis toute seule. Bref, je suis encore motivée. Mon conjoint a un salaire. Mon chômage n'est pas dégueulasse. J'y vais. Je suis toute seule. Je suis un peu butée. Mais donc, je vais avoir 1 an, à partir de là, de vie déplorable. Y a, je ne sais pas si vous le voyez de loin, mais en gros, en moyenne, je dors de 3h du mat à 9, voire des fois de 6 à 9. Okay, je me lève le matin, j'amène mon gamin à l'école, je code toute la journée. À son retour, je m'arrête parce qu'il est petit, il faut que je m'en occupe un peu, tout ça. Puis j'ai envie de le voir. Il se couche, je retourne coder. Et c'est voilà, jusqu'au moment où mon cerveau arrête de marcher, là je vais dormir. Bref, je suis épuisée. Je suis pleine d'anxiété, j'ai foiré mon truc. J'ai encore quelques mois de chômage. C'est cool, je vais arrêter les bêtises et je vais aller dormir. Mars 2019, il y a un moment, on n'a plus d'argent. Il faut commencer à faire un truc. Donc je ressors, je démarre freelance. Je pars chez un client. Argent facile, comme on dit. En tout cas, j'ai gagné pas mal de choses. J'ai appris des trucs, des métiers inconnus, marketing, de la finance. Je ne connaissais pas ce truc-là. Les levées. J'ai découvert une nouvelle manière de penser mon code avec les types et autres que j'avais déjà plus ou moins, mais pas assez affiné. Donc, on se concentre sur les types et ça m'aide toujours. Il n'y a pas que du positif, comme je disais. Sensation d'échec qui gratte dans le fond, là. Elle est toujours un peu là, d'ailleurs. Elle est dure à remonter, celle-là. 2018. Oui, je crois. 2019. Bref, je me perds dans mes dates, c'est pas grave. En tout cas, je suis fatiguée. J'ai passé 1 an et demi à 200% mentalement. J'ai tout lâché dans mon Haskell. Mon gamin, c'est ma bouée au quotidien qui m'oblige à sortir de mon taf. J'oublie des fois de manger. Voilà. Si on résume, j'ai fait un burn-out. Easy. Donc j'ai continué celui d'avant, mais il a empiré. On est 5 ans plus tard. Il est toujours là dans le fond. J'ai fait 1 an et demi temps thérapeutique là, cette année pour récupérer de ce fameux burn-out. Bref, en tout cas, dès que j'abuse, je suis fatiguée. Ah, il y en a un autre. Et par exemple, je sais que demain, je vais être morte. Voilà, je vais dormir. Surtout avec la teuf de 4h du mat. Là. En tout cas, si c'était à refaire. Alors, soyons honnêtes, moi, je ne le referais pas. La dernière personne qui m'a posé la question, je lui ai répondu, je vais aller élever des chèvres dans le Larzac. On m'a répondu, les chèvres, c'est pas une bonne idée, ça sent mauvais. Ok. Et c'est bruyant. J'accepte la remarque, mais le Larzac me plaît. Bah, ouais. Non, ça, c'était un troll, il faut pas l'écouter, elle. Bref, en tout cas, au-delà de sa blague et de la mienne, je poserais tout simplement beaucoup plus de questions, en fait. On arrête de faire confiance à tout le monde, on challenge les trucs, on challenge les idées, les limites. On se renseigne sur le business plan. Comment ça marche, ce truc-là? Est-ce qu'ils n'ont pas un truc un peu trop idéaliste en tête? Parce qu'ils sortent d'école, donc ils ont un peu d'XP, mais ils ont leur business plan, c'est ceux qu'ils ont appris à faire à l'école dans le monde idéal. Ça ne marche pas forcément dans la vraie vie. Je me renseigne sur ma procédure d'avocat. Et un pied d'égalité aussi. Alors, je parle toujours de répartition parce que j'ai oublié de corriger mes slides. Mais en tout cas, au moins un respect mutuel commun à parts égales. Tout le monde bosse,
pas juste la dev et les autres lui disent « T'en es où ?» Et puis apprendre à m'exprimer aussi, savoir dire non, savoir dire ça, on n'y arrivera pas, ce genre de choses. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire « N'y allez pas ». Je suis là pour vous dire « Ok, mais faites gaffe, allez-y en connaissance de cause, ça peut faire mal en fait. » Mais ça peut être génial. Il y a des gens qui y arrivent, c'est cool, ils sont ravis, ils continuent en fait. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. Normalement, le QR code, c'est celui de la bonne conf. Je l'ai changé hier soir. Je crois qu'il ne nous reste plus du tout de temps. Donc, je voulais vous laisser poser des questions, mais tant pis. Je serai dans les couloirs un peu toute la journée. N'hésitez pas à venir me voir. Moi, je ne vous reconnaîtrai pas. En plus, je ne suis pas physionomiste. Même mes potes, Angie, je la reconnais à sa fleur rouge dans les cheveux. Donc, voilà. Elle sert à ça, en plus. Voilà, donc ça vous donne un indice. Il faut que je voie quelqu'un 4 fois pour me rappeler de sa tête. Donc, désolé. Mais n'hésitez pas à venir me parler. Voilà. Et puis, si vous voulez parler d'ISO, pareil, dispo. Merci.